Je m'appelle Axel Luchman, j'ai 16 ans, je rentre en première ST2S, Sciences et technologies de la santé et du social. Je suis dyslexique, dysorthographique et dyscalculique numérique. Toute ma vie, j'ai eu des difficultés à l'école. Pour moi, la dyslexie, c'est quelque chose de très difficile parce que à l'école, quand je devais lire un texte, je buguais beaucoup, je butais sur des mots où j'avais du mal à le prononcer. Maintenant que je suis en première, c'est toujours pareil, mais les élèves sont plus à mettre plus, ils comprennent mes difficultés. Il y a certains passages de ma vie quand j'étais en primaire, en collège, où j'avais vraiment du mal à l'école. Quand j'étais en primaire, après l'école, quand tout le monde dormait, pour la sieste, moi j'ai travaillé encore avec d'autres élèves qui avaient aussi des problèmes. Ou quand j'étais au collège, en cinquième, je devais passer devant mon professeur pour un exposé et je tremblais énormément. Du coup, on m'a dit de sortir quelques minutes pour me calmer. Ou une fois au collège, pendant un contrôle, j'avais tellement révisé, j'étais sûre de moi, mais arrivé devant la feuille, je ne savais plus quoi faire. J'ai pleuré, j'ai couru de la classe. Mon AVS est venu me chercher et le professeur m'a laissé plus de temps pour travailler. Je ne sais plus quoi dire. Tu as parlé des AVS, donc tu peux dire à quel âge tu as été diagnostiqué aussi? À quelle classe? Et puis, donc quand tu as été diagnostiqué, tu as eu droit à un AVS. Et quelles sont les relations que tu as eues avec eux? Tu en reconnais tout ça? Oui. Donc voilà, c'est bon. Je ne sais pas quand elle a été diagnostiquée. Tu ne sais pas? Non. Je ne lui ai jamais dit en fait, je l'ai laissé continuer. Donc à quel âge tu as eu droit à un AVS? Et tu dis comment ça s'est passé avec tes AVS? Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. J'ai commencé à avoir une AVS en cinquième. C'était vraiment une personne super, à mon écoute. Elle m'aidait, travaillait avec moi. Toute ma classe l'adorait. C'était quelqu'un avec qui c'était facile de travailler. Mais après, arrivé en quatrième, ils ont dû me changer d'AVS. Et là, je n'aimais pas trop parce que je m'étais vraiment sentie bien avec la personne avant. Mais la suivante, elle était trop sur la défensive, autoritaire. Et j'avais du mal à travailler avec elle. En fait, toute ma vie, j'ai eu des AVS vraiment différents. Mais ça m'arrivait de trouver de vraiment bonnes AVS avec qui le dialogue était vraiment facile. Donc, je m'appelle Madame Gareth Shelby, présidente de l'association 10 Guyane, mais avant tout, maman d'une jeune fille maintenant de 17 ans, qui est dyslexique, dysorthographique, dyscalculique. Et ce n'est qu'en 2013 que j'ai su qu'en fait qu'elle était dysphasique. Ce sont les conséquences de la dysphasie. Donc la dyslexie, c'est quoi? Ce sont des enfants qui ont énormément de mal à lire. Et on commence à le voir dès la grande section où l'enfant a du mal à reconnaître la lettre, voire même quel son cette lettre peut faire. Donc le P peut être, ça va être me, ça va être le, mais l'enfant n'arrive pas à faire peu. Et ce sont des enfants avec qui on peut commencer à travailler le matin. On travaille quelque chose, on fait 20 minutes avec eux, ils le savent. Vous revenez 2 heures plus tard, vous retravaillez la même chose, on a l'impression qu'ils ont tout oublié. Donc, très difficile à lire. Beaucoup ont redoublé, comme ma fille, elle a dû redoubler le CP. Parce qu'on pensait que c'était de l'immaturité. Et en redoublant le CP, ça n'a pas changé grand-chose. Elle n'arrivait toujours pas à lire. Et c'est vrai qu'à un moment, je perdais patience. Parce qu'on finit par se dire que l'enfant fait exprès. On a même
envie d'étrangler cet enfant parce que ça nous prend du temps de s'asseoir quand on voit les devoirs, etc. J'ai su en CM1 qu'elle était dyslexique. C'était d'abord dyslexie, dysorthographie qu'on m'a dit, mais on ne m'a pas expliqué ce que ça voulait dire. Donc moi, en tant que parent, ben, je continuais la même chose. Assieds-toi. S'il faut s'asseoir 2 heures avec cet enfant-là, je le faisais. Et je pense qu'en 2012, j'ai eu un médecin qui m'a enfin posé la question pour me dire comment vous travaillez avec Axel. Je lui ai dit le temps qu'il faut. S'il faut 4 heures, s'il faut qu'on travaille jusqu'à 22 heures. Et il m'a dit non, ce n'est pas comme ça. Vous êtes sa mère, vous n'êtes pas son prof. Donc quand elle rentre, vous lui demandez ce qu'elle a fait. Vous l'envoyez dans sa chambre. Vous lui demandez de relire. Elle revient vers vous. Vous lui posez des questions, vous faites ça 15 minutes, au bout de 15 minutes, vous fermez le cahier. C'est vrai que c'est difficile pour nous qui voulons des notes, parce qu'en face de nous, on a des profs qui veulent des notes. Mais ensuite, on a cet enfant-là qui n'arrive pas à atteindre l'objectif qu'on veut, donc on s'énerve. Donc pour pouvoir accompagner un enfant, il faut d'abord comprendre et accepter. Comprendre que cet enfant ne fait pas exprès. Comprendre qu'il n'est pas fainéant. Accepter qu'il va faire des choses lentement. Accepter qu'il va mal écrire des choses. Mais surtout garder à l'esprit que cet enfant n'est pas que difficulté. Qu'il sait des choses. Et en fait, s'appuyer sur les savoirs pour montrer à cet enfant, en fait, pour garder l'estime, que l'enfant puisse garder l'estime. Parce que on est toujours en train de dire, nous, en tant que parents, ah, il ne sait pas lire. À chaque fois, je dois revenir. Et puis l'enfant entend qu'on lui dit, tu ne sais pas faire, tu ne sais pas faire. Et l'enfant, finalement, finit par nous dire, de toute façon, que je fasse ou que je ne fasse pas, c'est jamais bon. Donc, c'est au bout de beaucoup d'années que j'ai vraiment pris sur moi de me dire de relâcher la pression. Et j'ai commencé à relâcher la pression. Et 7, quand elle venait avec les notes 7, elle avait... et cacher les mauvaises notes. Elle me dit, bon, j'ai des bonnes et mauvaises nouvelles. Je commence par avec elle. Donc, je dis, bon, on commence par les mauvaises. Bon, j'ai eu 7. Je dis, alors? Et là, elle était surprise. Elle me dit, mais t'es pas fâchée? J'ai dit, non. Dès lors que tu n'as pas laissé la feuille vide, si tu me dis, mais maman, j'ai fait de mon mieux. J'ai tout essayé, j'ai tout fait. Moi, je considère que tu l'as fait. Maintenant, si l'enseignant n'a pas tenu compte des difficultés que tu avais en te notant, c'est lui qui n'a rien compris. Donc la prochaine fois, tu vas travailler. Et dès lors que j'ai relâché la pression, j'ai remarqué que ma fille a pu, comment dire, j'ai lu une phrase qui disait que les enfants dyslexiques, ce sont des papillons. Dès lors qu'on les aide, ce sont des papillons qui vont déployer leurs ailes. Donc, je suis passée de l'enfant qui avait 0 en orthographe, 0 en dictée, à un enfant qui avait des 19, qui a pu avoir félicitations, chose qu'elle n'avait pas du tout. Donc, un enfant qui a déployé ses ailes, qui arrive à montrer toutes ses capacités. Donc, pour pouvoir accompagner un enfant dyslexique, pour pouvoir identifier, c'est un tout. Il faudrait qu'on soit informé de ce qu'est la dyslexie. Il faudrait qu'on soit capable de repérer les signes très tôt. Et ensuite, c'est un travail entre, il faut vraiment rester partenaire, enseignants, parents et professionnels. Travailler ensemble. Donc, une fois que les signes sont repérés, c'est pouvoir avoir les professionnels. Pour la dyslexie, c'est un orthophoniste. Mais il y a un parcours coordonné dans lequel le parent doit rentrer. Et à la tête de ce parcours, il y a un médecin. C'est le médecin qui dirige le parent vers les autres professionnels pour avoir des bilans clairs, précis. Mais un orthophoniste ne suffit pas seul. Mais il peut déjà mettre en évidence la dyslexie, la dysorthographie et commencer la rééducation. Et une fois que ça a commencé, au niveau scolaire, l'enseignant aussi doit tenir compte des recommandations de l'orthophoniste et mettre en place. Parce que si on sait que l'enfant est dyslexique, mais malgré sa dyslexie difficile de lire, on lui demande de lire en classe, devant les élèves. L'enfant est sujet à moquerie de la part des élèves. L'enfant va se dévaloriser et ne voudra plus lire. Donc, l'enfant va rentrer ensuite dans ce spirale d'échec. Et ensuite, cet enfant aura besoin d'outils
d'adaptation, si jamais ce n'est pas que de la dyslexie, d'où j'ai parlé de parcours coordonné, avec à la fin un neuropédiatre qui va poser un diagnostic précis. Il y a la MDPH, mais la MDPH fait peur parce qu'on parle de maison départementale pour les personnes handicapées. Et là, tout de suite, on me dit, mon enfant n'est pas handicapé. Et là, je dis aux parents, il n'est pas handicapé. Mais en classe, il est en situation d'handicap par rapport aux enfants de son âge. Ça veut dire qu'en 6e, les enfants doivent être capables de s'asseoir, de prendre les notes pendant 20 minutes. Et si nos enfants ne sont même pas, ils n'arrivent même pas à tenir une ligne, c'est un handicap scolaire. Reconnaître ces difficultés-là, ce n'est pas placer l'enfant handicapé parce que chaque année, il faut répéter. Ça nous évite de répéter encore et encore. On a ce qu'on appelle un projet personnalisé de scolarisation. On a des équipes éducatives où chaque année, on va faire ces réunions pour expliquer aux enseignants, avec l'AVS, etc., comment faire pour travailler avec cet enseignant-là. Donc voilà globalement ce qu'il faut faire. Pour aider un enfant, il faut comprendre, il faut accepter et ensuite on peut agir. Si on ne comprend pas et si on ne l'accepte pas, ben pour moi c'est de la maltraitance. Donc le but de l'association maintenant, c'est d'accompagner ces parents vers ces professionnels, pouvoir trouver les professionnels, pouvoir avoir des diagnostics et ensuite les guider, savoir qu'est-ce que je fais. Quelle est mon attitude maintenant en tant que parent face à cet enfant? Comment je fais pour lui redonner confiance pour que cet enfant-là puisse réussir? Bonjour, je m'appelle Neza Bissara, je suis neuropsychologue spécialisée chez l'enfant et je pratique à Cayenne en cabinet de ville depuis maintenant 3 ans. Donc je me suis spécialisée chez l'enfant qui présente toute forme de difficultés dans les apprentissages et notamment ce qu'on appelle les troubles 10. Dont la dyslexie. Alors, avant d'aborder ce sujet, je vais d'abord expliquer ce que c'est que la neuropsychologie. Comme son nom l'indique, en fait, c'est un mélange de un carrefour entre 2 sciences, la neurologie et la psychologie. Donc, la neuropsychologie s'intéresse en fait aux fonctions cognitives, comportementales et émotionnelles de l'individu en lien avec le cerveau. Alors, les fonctions cognitives, c'est quoi? C'est tout ce qui nous permet de percevoir, de comprendre les choses, de parler, de raisonner, de mémoriser, d'écrire, de prendre un verre. Tout ça, ça s'appelle des fonctions cognitives. Et chaque fonction cognitive a une localisation très précise au niveau du cerveau. Donc, mon travail en tant que neuropsychologue, quand je reçois les enfants, c'est d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent, c'est-à-dire quel est leur niveau de raisonnement par rapport à leur tranche d'âge. Donc on utilise des tests standardisés, scientifiques, donc les résultats qu'on obtient sont toujours comparés en termes d'âge. On évalue le fonctionnement intellectuel, donc typiquement le QI, toutes les formes de mémoire, toutes les formes d'attention, on voit comment l'enfant se concentre, comment il écrit, comment il lit. Tout ça, ça va nous permettre en fait de voir un peu la dynamique de ce potentiel cognitif de l'enfant et de permettre d'émettre des hypothèses en disant cet enfant il est très doué dans ce domaine, mais il est vraiment pas bon dans ce domaine-là. Et c'est ça qui entraîne du coup des difficultés à l'école. Alors, justement, par rapport à la dyslexie, donc la dyslexie, c'est vrai que c'est un des troubles spécifiques des apprentissages dont on parle le plus et qui a nécessité le plus de recherches et depuis quand même pas mal de décennies. Comme son nom l'indique, 10, ça veut dire dysfonctionnement et lexie, ça vient de latin qui veut dire lecture. Donc c'est un dysfonctionnement de la lecture. Un dysfonctionnement où? Un dysfonctionnement au niveau cérébral. Donc ça va entraîner un trouble spécifique des apprentissages. Mais en fait, il faut savoir que la dyslexie, ce n'est qu'un symptôme. En fait, pour vraiment aider l'enfant à l'école, il faut savoir quel type de dyslexie il a et qu'est-ce qui en est, et c'en est la conséquence de quoi. C'est-à-dire, par exemple, la toux, c'est un symptôme. Vous allez aller chez le médecin, vous allez demander à ce qu'on vous soigne pour cette toux, mais pour bien vous soigner, le médecin il a besoin de savoir si c'est une toux qui est consécutive à une tuberculose, à une pneumonie ou à une grippe. La dyslexie, c'est pareil. Donc, moi, dans le cadre de ma pratique, je vais évaluer la lecture. Donc, la lecture, c'est quoi? Quand on apprend à écrire, c'est mettre en lien un son
et une lettre. Donc en fait, c'est une continuité du langage, mais on va communiquer par l'écrit. Donc par exemple, le B, on entend B et on va apprendre à l'enfant que ce son-là, il est associé à cette lettre-là. Un enfant dyslexique, en fait, il a des difficultés au niveau de la représentation du son. Je vais être très claire, ça n'a rien à voir avec les compétences auditives. D'ailleurs, quand on parle de dyslexie, il faut d'abord aller voir un bilan ORL pour s'assurer qu'il n'y a pas de difficulté au niveau de auditif, justement. Donc, c'est des enfants qui font des confusions au niveau des sons qui sont proches. Par exemple, B, P, T, D, Th, je, c'est... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais au niveau du cerveau, l'analyse, elle est extrêmement fine. Du coup, ces enfants-là, typiquement, quand on leur dit beau, ils peuvent comprendre peau, et ils vont écrire peau, alors que c'est... Donc, du coup, on va dire, mais on ne comprend pas, il ne sait pas du tout écrire. Pourquoi? Et la langue française, elle est en plus compliquée. C'est une langue qui est dite semi-opaque, c'est-à-dire que quelquefois, un son va s'écrire en plusieurs lettres. Par exemple, le son ch. CH, le son O, c'est E-A-U, E-A-U-X, A-U-X, et il faut que l'enfant le sache. Et pour eux, c'est pas évident. Par exemple, un enfant dyslexique va mieux compenser s'il est italien, parce que c'est une langue où c'est un son et une lettre. Alors que l'anglais, par exemple, et souvent les enfants dyslexiques sont en échec en anglais, parce que c'est une langue qui est extrêmement complexe. Donc un enfant dyslexique va écrire un peu... comme on dit aujourd'hui en mode texto ou SMS, c'est-à-dire vraiment un son, une lettre. Il va attacher les lettres ensemble. Par exemple, je vais me promener sur l'eau. L'eau, ça va être L-O, attaché. Donc, c'est des enfants qu'il faut évidemment aider parce que il faut absolument avoir un niveau en écriture pour pouvoir réussir dans ses apprentissages. Donc, c'est là où à l'école, souvent, on est alerté, cet enfant, ça va pas, il faut qu'il aille voir une orthophoniste. Donc, l'orthophoniste, elle va l'accompagner par des méthodes spécifiques. Il y en a beaucoup. Et ensuite, on va essayer, donc, un dyslexique, il faut comprendre que c'est un dysfonctionnement au niveau du cerveau. Donc dyslexique on est et dyslexique on reste. Ça ne se soigne pas. Par contre, on peut compenser la dyslexie en mettant en place des méthodes, une pédagogie alternative, une pédagogie adaptée. Donc l'orthophoniste, elle, son rôle, ça va être aussi de voir, bon, cet enfant, il a une dyslexie phonologique. Donc je vais lui apprendre à transcrire les sons et je vais appuyer les sons par certaines méthodes. Ou alors une dyslexie dite lexicale, c'est-à-dire que nous, quand on apprend à lire, on va d'abord faire cette transcription du son et de la lettre, et ensuite on va mémoriser les mots. Aujourd'hui, nous, on est des lecteurs experts, on n'a pas besoin de décomposer le mot, de le déchiffrer, puisqu'on a une mémoire orthographique des mots. Donc souvent, on peut se baser sur la mémoire orthographique des mots pour aider l'enfant dyslexique. Donc on va l'aider à enregistrer plein de mots. Sauf que quand ils ont cette voix d'adressage qui est atteinte, eh on va aller sur le phonologique. Mais si la voix phonologique est aussi atteinte, c'est une dyslexie sévère. Donc là, il faut pallier. On donne aux enfants, par exemple, des logiciels, des dictées vocales. Donc ça va être le logiciel qui va écrire à la place de l'enfant. On va éviter au niveau des apprentissages scolaires de pénaliser l'enfant au niveau de l'orthographe. On va mettre des caches pour lui permettre de lire correctement. On va lui donner un tiers-temps supplémentaire. En fait, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que même si la dyslexie, on en parle beaucoup, elle est encore peu comprise. Et malheureusement, ce symptôme scolaire, cette difficulté, ce trouble, il ne peut pas être pris en charge correctement puisqu'au niveau de l'éducation nationale, il faut continuer à former les enseignants pour qu'ils puissent justement mettre en place toute cette pédagogie que nous, professionnels, en fait, on propose et qui doit être mise en place pour accompagner ces enfants qui sont en difficulté.